Merci beaucoup. On va laisser la parole maintenant à François qui va nous parler des traitements de l'endométriose. Si, du coup, bon, vous avez maintenant bien compris la physiopathologie, le dépistage, le diagnostic, l'imagerie qui va nous orienter encore un petit peu plus et on va se retrouver à devoir prendre en charge des endométrioses. Et donc, j'ai bien dit des endométrioses parce qu'il va y avoir des prises en charge qui vont être différentes. Donc, on va aujourd'hui balayer l'ensemble des possibilités. On va pas faire le traitement de chaque cas particulier parce que ce serait assez répétitif et pas très didactique, mais par contre, voilà, il faut vraiment que le traitement il va être adapté à la patiente, à sa famille, à son couple, à son projet de vie, là où elle en est. Ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle en est de ses douleurs, où est-ce qu'elle en est de son projet de grossesse, si elle en a un ou pas, si elle en aura un plus tard ou pas. Et donc, c'est vraiment s'adapter au cas par cas. La première partie dont on va parler, c'est le traitement médical de la douleur. Donc, c'est la prise en charge avec des médicaments classiques de la partie douloureuse de l'endométriose. La douleur, il y a différentes thérapeutiques possibles pour améliorer la douleur de l'endométriose. La première, ça va être les antalgiques simples qui sont rapidement dépassés et débordés par l'endométriose, mais qui sont toujours la première étape avec les antalgiques usuels, puis les anti-inflammatoires qui ont une bonne efficacité, en tout cas les premiers temps, et qui peuvent permettre de passer des caps aigus. L'Antadis, c'est le plus classique, le plus connu, etc., dans les anti-inflammatoires de la douleur de règles. Après, attention, prendre un Antadis de temps en temps, une fois par an, pour des douleurs de règles, oui, c'est normal, il n'y a pas de souci. Si on en est à 2 boîtes par cycle, ça peut signer qu'il faut qu'on change de thérapeutique et qu'il faut qu'on fasse autre chose. Ce n'est pas un traitement de l'endométriose, c'est vraiment un traitement de la douleur. Après, on va avoir on va proposer un traitement hormonal plus spécifique de l'endométriose. Et là, on va balayer tous les traitements hormonaux qui vont commencer par les contraceptions, les pilules. Puis, donc, vous parliez tout à l'heure de toutes les marques de pilules que vous aviez toutes essayées. On sait qu'on trouve jamais du premier coup la bonne pilule, ou exceptionnellement, souvent on est obligé d'en essayer plusieurs jusqu'à ce qu'on trouve celle qui convient le mieux, si on en trouve une, parce que parfois on n'en trouve pas. Et donc, on a aujourd'hui malheureusement pas de moyen de savoir à l'avance quelle pilule va être efficace et dire bah, pour vous c'est celle-là qu'il faut. Bingo, on y va. Ce serait bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. On est obligé d'essayer, de voir ce que ça donne au bout de quelques mois, et si au bout de quelques mois ça va pas, de changer pour un autre traitement. Dans les traitements hormonaux de l'endométriose, il y en a un qu'on utilise aujourd'hui beaucoup qui est du Dienogest. C'est Sawis, Andovela et Dimetrom, qui a un traitement hormonal spécifique de l'endométriose et qui a une très bonne efficacité sur l'évolution des lésions et sur la douleur. Et puis après, donc les traitements antalgiques simples, les traitements hormonaux, il y a toute la partie chirurgicale, la chirurgie va diminuer les douleurs lorsqu'on enlève l'ensemble des lésions. Après la période post-opératoire immédiate qui est douloureuse liée à l'intervention, on a une amélioration des douleurs dans la majorité des cas. Et parallèlement à tout ça, dans la prise en charge de la douleur, il y a tous les traitements qui sont non médicaux et qui ont leur place, voire une place qui peut être primordiale, voire prépondérante dans la prise en charge de la douleur d'endométriose. Et on va parler de yoga, de sophrologie, de naturopathie particulièrement ce matin. Il y a ostéopathie, mais il y en a d'autres encore, acupuncture, sophro on l'a déjà dit, hypnose, enfin il y en a plein, il y a tout plein de pathologies, de prise en charge, pardon, qui vont permettre d'améliorer la douleur, l'alimentation aussi. Donc, ne pas hésiter. Moi, j'ai une petite liste que je vous ai pas remise là avec tout ce qui est possible. Et après, à chacun de trouver ce qui lui correspond et qui lui permet d'être amélioré. Sur la douleur, il y a 4 grands types de douleurs, sans rentrer dans les détails de la douleur de façon trop spécifique. Il y a les douleurs par excès de nociception, c'est-à-dire que quand on a une lésion trop importante, ça fait mal. Si on casse la jambe, ça fait mal, c'est normal.
Et c'est plutôt une bonne chose, hein, si on n'a pas de douleur, c'est quand même embêtant. Les douleurs neuropathiques qui sont dues à une lésion du système nerveux central, les syndromes douloureux complexes avec les syndromes myofascio-pelviens qui sont un diagnostic différentiel de l'endométriose qui peut être un peu compliqué à faire. Et après, les syndromes d'hypersensibilité à la douleur, c'est-à-dire qu'on a un seuil de la douleur qui est modifié. On n'a pas le même seuil de douleur à la douleur que tout le monde. Et il y a des gens, vous les effleurez à peine, ils vous disent mais vous avez super mal. Oui, ils ont eu super mal, on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas eu mal, mais par contre, le geste, il n'était pas si violent que ça. Et donc ça signe des syndromes d'hypersensibilité à la douleur qui vont avoir des prises en charge spécifiques, et notamment des traitements de la douleur qui vont être pris en charge dans les centres de la douleur. Les différents paliers de traitement médicaux de la douleur, on a parlé du paracétamol Spasfon qui ont des efficacités relativement faibles, mais peu d'effets secondaires. Puis après de la codéine, tramadol, qui sont plus efficaces avec un peu plus d'effets secondaires, les morphiniques et les anti-inflammatoires. Pour revenir sur les traitements hormonaux, c'est souvent le traitement qu'on propose en première intention pour un traitement spécifique de l'endométriose, sauf cas très particulier. On commence par ces traitements hormonaux. Ce que je vous disais, ça va être des contraceptions œstroprogestatives, des pilules, des contraceptions progestatives, des traitements hormonaux spécifiques et comme le Dienogest dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va l'adapter à la patiente en essayant une première fois un traitement et en changeant si celui-ci ne convient pas et n'est pas adapté. Donc on a parlé déjà pas mal des pilules. Après, il y a les agonistes et les antagonistes de la GnRH, c'est des injections de décapeptyl, énantone, etc., qui sont moins utilisées à part en période vraiment aiguë pour passer un cap, avant une procréation médicalement assistée, avant ou après une chirurgie. On est généralement sur des passages de cap, c'est des traitements qui sont de courte durée. Tout l'objectif, c'est d'améliorer ce dont on a parlé depuis le départ, d'améliorer la qualité de vie, donc les douleurs, il n'y a pas d'autre objectif que ça. Tous les traitements hormonaux qu'on va proposer sont contraceptifs, donc ils sont incompatibles avec le projet de grossesse. Donc on est dans la période de projet de grossesse, dans des périodes délicates où on discute de l'organisation avec les médecins de PMA, de comment est-ce qu'on fait les choses, quand est-ce qu'on arrête les traitements hormonaux qui sont contraceptifs pour permettre une grossesse et combien de temps on se laisse sans traitement, puisque la maladie, on sait qu'elle va réévoluer sans traitement. Tout ça, on en a parlé. Il y a l'implant contraceptif aussi, dont on n'a pas parlé. Et le traitement spécifique de l'endométriose dont je vous parlais, c'est le Dienogest avec 3 spécialités. Et c'est le seul qui, aujourd'hui, a vraiment une autorisation de mise sur le marché sur le traitement de l'endométriose, qui est prescrit le plus souvent en deuxième intention après des échecs de pilules. Les analogues de la LHRH, on en a parlé. C'est des traitements de court terme, 3, 6 mois, 1 an max, vraiment pour passer des épisodes aigus. Il y a des risques, notamment osseux, si on met des traitements prolongés plus que ça. Je vais en passer parce que... Traitement chirurgical, donc après, dans la prise en charge de l'endométriose, que ce soit à viser d'augmenter la fertilité ou de gérer la douleur, il y a des traitements chirurgicaux. Donc, c'est d'enlever la maladie d'endométriose. L'objectif, c'est d'enlever le maximum de la maladie, voire la totalité. L'objectif n'est plus de faire des diagnostics d'endométriose. On ne fait pas une célioscopie pour aller voir ce qui se passe et puis on repart, on l'a fait, mais on ne le fait plus. Aujourd'hui, l'objectif, quand on opère, c'est de traiter complètement la maladie. C'est la suivante. Donc voilà, pas de place dans le diagnostic. C'est le plus souvent une célioscopie, donc on n'ouvre pas le ventre, on fait 3 ou 4 petits trous, un au niveau du nombril et 3 en bas. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, donc c'est-à-dire que c'est des dossiers, c'est des patientes dont on a passé du temps à essayer de comprendre. Elles ont souvent pas mal d'examens d'imagerie. On en a discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les radiologues, les médecins de PMA, les chirurgiens digestifs, parfois les urologues si jamais il y a une atteinte vésicale. Donc c'est vraiment une approche multidisciplinaire. L'objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer le taux de grossesse spontanée avec des prises en charge et des risques et des complications qui sont spécifiques à chaque atteinte. Si on a une atteinte rectale, le risque n'est pas le même que si on en a pas. Si on a une atteinte vaginale, pareil, etc. J'ai juste une question parce que du coup, on me la pose souvent aussi. Quand vous dites améliorer le taux de grossesse, c'est pourquoi on opère avant une PMA ou avant un ICVD? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Parce qu'on a souvent ce type de questions-là. Alors, ouais, peut-être que je sais pas. Je l'aborde un petit peu, mais
Alors, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Il n'y a rien d'obligatoire, il y a vraiment de la prise en charge spécifique. Ça dépend déjà des antécédents, du nombre d'interventions qui ont déjà été faites avant. On sait que plus on augmente le nombre d'interventions, plus c'est difficile et plus c'est à risque et avec un bénéfice qui diminue. L'objectif, quand on veut augmenter la grossesse, c'est il faut qu'on ait un spermogramme qui soit normal parce que si d'un autre côté, on a un spermogramme qui n'est pas normal, d'améliorer les chances de grossesse en chirurgie ne nous améliorera pas le spermogramme du conjoint. Et donc voilà, ça va être vraiment de la discussion hyper spécifique au cas par cas, après souvent des maladies qui ont été prises en charge et qui ont évolué et pour laquelle on n'a pas d'autre choix que de proposer une chirurgie. Puis ça dépend à quel moment est arrivée la patiente. Est-ce que c'est le chirurgien qui l'envoie parce qu'il y a aussi un problème de fertilité au moment du diagnostic de l'endométriose, ou est-ce que c'est moi qui fais un bilan de fertilité et qui dit là, je vais faire une FIV et donc j'ai besoin de toi pour que cette FIV, elle se passe avec le maximum de bénéfices et surtout le minimum de risques. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Les traitements non médicamenteux, c'est l'hygiène de vie, il y a la thérapie, il y a la kinésithérapie, l'ostéopathie, psycho, sexo, on a parlé aussi tout à l'heure, sophro, naturopathie, yoga, etc. Tout ça. C'est des techniques de radiofréquence. Ouais, c'est bon, je passais à la filière de soins. Donc, l'organisation de la prise en charge, on en parlait au départ, c'est d'essayer d'améliorer la prise en charge. On a des centres, ce qu'on appelle de troisième niveau de recours, c'est-à-dire que ici, on a monté un centre comme ça depuis quelques années où il y a toute une équipe ultra spécialisée, on fait beaucoup d'endométriose, etc. Mais on n'est pas hyper disponible parce que on peut pas voir tout le monde en fait. Malheureusement, nos journées elles font que 24 heures et il y a un moment où il faut qu'on arrive à organiser les choses un petit peu plus et qu'il y ait une sorte de pyramide et qu'il y ait des médecins et des prises en charge de premier recours avec des médecins de ville qui sont formés, au courant, qui savent prendre en charge une endométriose superficielle, peu symptomatique, peu douloureuse, avec un traitement hormonal qui est équilibré. On n'a pas besoin forcément de les voir avec le médecin de PMA, le radiologue ultra spécifique et nous derrière, si tout est équilibré sur une endométriose superficielle avec une pilule qui va bien en fait. On a un diagnostic, on a un traitement qui est efficace. Si on arrête la pilule et que on est enceinte en 3 mois, ben voilà, c'est pas non plus une endométriose de ce type-là peut être prise en charge par un médecin de ville. Et après, pouvoir monter à des niveaux de deuxième recours quand il y a des prises en charge qui nécessitent, et de troisième recours quand il y a une prise en charge ultra spécifique avec une chirurgie, une prise en charge dans un centre de la douleur. Et donc tout l'objectif de l'organisation des soins en filière de soins avec l'association Endo PACA Sud et ce genre de choses et l'HAS, c'est de simplifier, de diffuser l'information pour qu'il y ait des centres de premier recours, puis de deuxième recours et de troisième recours. Ça se met en place. C'est des choses qui sont longues à mettre en place. On aimerait bien que ça aille plus vite. On aimerait bien que d'un coup de baguette magique, tout se fasse et voilà. Mais quand nous, on a essayé d'en mettre une en place, moi j'ai essayé d'en mettre une en place du côté de Vitrolles, Marignane, etc. On s'est aperçu que c'est long en fait et que ça fait 1 an et demi qu'on y travaille et que pour avoir des coordonnées de gens intéressés, formés, disponibles, etc., ça prend du temps et de l'énergie. Donc la réunion de concertation pluridisciplinaire, je pense qu'on a pas mal parlé de toute l'organisation, de nombreux partenaires qui en discutent ensemble et que c'est pas des prises en charge isolées. Tout à l'heure, vous parliez de cancer, etc. C'est le modèle de prise en charge en cancéro. C'est pas pour ça que l'endométriose est un cancer, mais on applique les choses qui marchent dans d'autres pathologies à l'endométriose. Et je vais laisser la parole à Marina sur la prise en charge en PMA.